Et donc la conférence de presse qui a été proposée par Monseigneur Louis. On accueille aussi le père et futur évêque de Châlons, le père Touvet. Voilà, donc je laisse maintenant la parole à Monseigneur Louis. Bien, alors je disais que vous êtes en capacité d'imaginer la joie qui est la mienne, d'accueillir le nouvel évêque de Châlons, le père François Touvet, qui va devenir le 105e évêque de Châlons. Nous sommes passés tout à l'heure à la cathédrale. Je lui ai fait voir la liste impressionnante des évêques qui avait précédé, depuis Saint-Mémy jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, donc il va entrer dans cette grande chaîne apostolique, succession apostolique, pour prendre en charge ce diocèse. C'est vrai que c'est une joie à la fois, je pense, pour le diocèse, pour moi-même aussi qui attendais depuis quelques mois cette venue. Il arrive un peu avant le Messie lui-même, mais c'est quand même important, même s'il n'est pas le sauveur, c'est quand même important qu'il se présente là quelques jours de Noël. Donc moi, ce qui me réjouit, c'est de voir que ce nouvel évêque a une longue expérience, ça me rassure. Il a été vicaire, curé, doyen, vicaire épiscopal, vicaire général, une fois, deux fois. Ah, ben alors, quand je voyais le nonce il y a quelques jours, je dis j'espère qu'il est solide, qu'il a une bonne expérience. Et le nonce m'a dit oui. Mais nous en avons aujourd'hui donc la confirmation. C'est vrai que il importe aujourd'hui d'être bien au fait des problèmes concernant la vie de l'Église, mais aussi les défis posés à l'évangélisation. Donc, de savoir que cette charge a été précédée d'une riche expérience, dans des contextes divers, puisque Monseigneur Touvet est prêtre incardiné au diocèse de Dijon, et que depuis 2010, il s'est mis au service de l'église de Langres. Et ce petit passage par une église modeste, je trouve, le prépare à assumer cette charge dans le diocèse de Châlons, diocèse qui, certes, a, comme beaucoup d'autres, un certain nombre de pauvreté, en particulier dans le domaine du ministère presbytéral, mais aussi beaucoup de richesses fondées sur la participation active de nombreux laïcs qui, au fil du temps, ont reçu des formations adéquates à leurs responsabilités. Donc, c'est toute cette vie, cette église donc, que Monseigneur Touvet va découvrir peu à peu. Ça lui est pas complètement étranger. Et il a agi dans le cadre de ce qu'on appelle la province de Reims. Il connaît donc les vicaires généraux de cette province, dont Joël Morlet, notre vicaire général, pour quelque temps encore, puisque il va disparaître dans sa charge de vicaire général, mais pas dans sa personnalité, dans ce qu'il est. Et c'est l'occasion pour moi déjà de le remercier vivement pour 14 années à mes côtés. Vous voyez un peu tout ce qu'il a dû souffrir, 14 ans, mais d'une belle collaboration
très positive, très riche. Il n'y a jamais eu entre nous d'accro. Et une parfaite adhésion à ce qui était notre mission commune. Donc un grand merci à Joël. Je passerai mes années de retraite à rendre grâce pour cette collaboration. Voilà, donc je vais laisser Monseigneur Touvé se présenter. Moi, j'ai dit quelques grandes lignes comme ça, mais on est pressé aussi de l'entendre. Et puis, vous pourrez également lui poser les questions qui vous semblent utiles pour mieux cerner le personnage et aussi voir tout ce qu'il porte dans son cœur et tout ce qu'il a comme espérance pour l'avenir. Voilà. Bien, merci pour ces quelques mots d'introduction et de bienvenue. Je tiens à exprimer devant vous combien je suis touché par cet accueil qui m'est réservé par mon prédécesseur, Monseigneur Louis, qui, avec beaucoup de délicatesse et d'attention, depuis que nous avons eu l'autorisation et la possibilité de nous contacter, il y a 48 heures, qui a le souci de m'introduire tout doucement dans cette charge et dans la connaissance de l'église de Châlons, du diocèse de Châlons. C'est toujours important, lorsqu'on arrive pour prendre une nouvelle mission, de mesurer tout le poids de l'histoire, tout ce qui a construit la situation d'aujourd'hui, et de cerner en même temps la façon dont les différents acteurs ont pu contribuer à faire évoluer cette situation, ce contexte. Donc je n'arrive pas comme le Messie, vous l'avez souligné tout à l'heure, et je voudrais, en me présentant, commencer par dire que je suis actuellement curé d'une paroisse placée sous le vocable de Saint Jean-Baptiste. Et Saint Jean-Baptiste m'apprend chaque jour à m'effacer pour servir celui à qui j'ai voulu consacrer ma vie et donner toute mon énergie et toute ma foi, toute ma confiance. C'est le Christ Jésus, le Seigneur, dont nous allons célébrer la naissance. Saint Jean-Baptiste m'apprend chaque jour à être son prophète, son messager, son serviteur. Et il me semble que c'est important, même quand on répond à l'appel de l'Église pour devenir évêque, et peut-être surtout dans ces circonstances-là. Alors je suis actuellement, j'exerce mon ministère de prêtre dans le diocèse de Langres, où j'ai deux fonctions, celle de vicaire général. Nous sommes 2 vicaires généraux en Haute-Marne, et je suis donc vicaire général et en même temps curé de Chaumont, donc la ville qui est au centre de la Haute-Marne où se trouve l'évêché. Et puis j'exerce aussi une mission qui me prend peu de temps, mais tout de même me préoccupe et me donne aussi beaucoup de satisfaction et de joie. Je suis en même temps en mission dans le diocèse aux armées françaises, comme aumônier d'un régiment d'artillerie qui est stationné juste à côté de Chaumont. Et ces 3 missions, donc vicaire général de Langres, curé de Chaumont et puis aumônier militaire, n'effacent pas le fait, comme cela a été redit tout à l'heure, que je suis prêtre du diocèse de Dijon. Voilà, j'ai donc été ordonné prêtre à la cathédrale de Dijon le 28 juin 1992. J'avais 27 ans et j'ai exercé donc mon ministère de prêtre, de jeune prêtre tout d'abord, dans des paroisses rurales du nord de la Côte d'Or, à 25 km au nord de Dijon. Donc j'habitais à Is-sur-Tille et ensuite je me suis déplacé de quelques kilomètres pour résider à Selonget. Voilà, Is-sur-Tille et Selonget, c'est le pays où se fabriquent les cocottes minutes. La Seb a son siège là, puisque c'est une famille de cette région qui a installé et implanté cette grande industrie.
Donc, ministère de prêtres en paroisse, des paroisses composées autour d'Is-sur-Tille, nous rayonnions sur 34 petits villages, dont le plus petit avait, je crois, une quinzaine ou une vingtaine d'habitants. Ministère de prêtres en paroisse, avec tout ce que vous pouvez imaginer comme activité, comme mission, et avec un accent tout particulier porté aux jeunes que j'accompagnais, les jeunes de la catéchèse, les jeunes du collège, du lycée, et puis le scoutisme. Voilà, beaucoup d'activités ainsi pour les jeunes. Et j'ai commencé à ce moment-là aussi à me lancer dans des centres de vacances que j'ai dirigés pendant 17 ans. Donc je me suis trouvé, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure, je donnerai aussi d'autres points sur mon parcours, mais je me suis trouvé en relation avec un prêtre qui avait fait construire un bateau fluvial en Côte d'Or, et je me suis dit, voilà un outil qui m'a l'air tout à fait merveilleux pour offrir à des jeunes des vacances dans un esprit évangélique et chrétien, enfin pour une belle action éducative. Et j'ai commencé à naviguer sur ce bateau en emmenant des adolescents, donc sur les canaux et les rivières du nord-est de la France. Et je suis devenu, après le décès accidentel de ce prêtre, je suis devenu le président de l'association et le directeur de tous les camps d'été pendant donc 17 ans. J'ai terminé ça en 2011, avec une expédition mémorable en juillet 2009, qui m'avait conduit de Côte d'Or jusqu'à Paris pour faire vivre le 14 juillet sur la Seine à des jeunes, feux d'artifice, le défilé sur les Champs-Élysées, etc. Et puis retour en Côte d'Or en passant par Châlons et Chaumont et Langres. Voilà, donc c'est une petite note amusante qui est un bon souvenir que je suis heureux de rappeler maintenant. Et en 1999, donc après 7 ans passés dans ces paroisses d'Is-sur-Tille et de Selonget, j'ai été nommé curé à Châtillon-sur-Seine. Donc c'est encore plus au nord de la Côte d'Or, à la frontière de l'Aube et de la Haute-Marne. Châtillon-sur-Seine et Montigny-sur-Aube, où je suis devenu le doyen de tout ce grand secteur du Châtillonnais, éloigné de Dijon et de l'évêché, où j'étais chargé d'animer les communautés là, sur presque 70 villages. Une région déjà marquée un peu par une certaine désertification et avec comme seul atout majeur le tourisme. Le tourisme qui fait vivre ces petits villages grâce à une richesse historique aussi dans cette région. Voilà. Et alors en 2004, le diocèse de Dijon a connu un changement d'évêque. C'est-à-dire ce que nous vivons aujourd'hui, je l'ai vécu en Côte d'Or en 2004, où l'évêque prenait sa retraite après des années de service avec nous et au milieu de nous. Monseigneur Colony, qui m'a ordonné diacre et prêtre, Michel Colony, qui est en retraite à Paris. Et le nouvel archevêque, puisque Dijon était devenu un archevêché entre-temps, le nouvel archevêque de Dijon m'a demandé, quelques mois après son ordination, si j'acceptais d'être son vicaire général. Bon, j'ai accepté. Et en me demandant pourquoi ça tombait sur moi, mais j'ai accepté et j'ai vécu 6 années à ses côtés comme collaborateur, avec une expérience très enrichissante pour connaître la vie du diocèse et la conduite de la mission de l'Église à l'échelle d'un diocèse. Et cela donc jusqu'en 2010. Et en 2010, après 6 années de bons services comme vicaire général, je me suis proposé auprès de l'archevêque pour répondre à l'invitation, à la demande de l'évêque de Langres, qui s'était adressé à lui pour demander si le diocèse de Dijon pouvait prêter pour quelques années un prêtre afin de venir servir, exercer son ministère. Je me suis proposé pour retrouver aussi le cœur du ministère de prêtre, l'action pastorale en paroisse,
Et j'ai pu donc arriver à Langres, où l'évêque de Langres m'a donc nommé curé de Langres, où se trouve la cathédrale, et doyen donc de tout ce secteur qui représentait 45 communes, en plus de la petite ville de Langres. Voilà, donc 5 années là, 5 très belles années pour moi, très enrichissantes aussi, dans un contexte certes un petit peu plus peut-être difficile que la Côte d'Or, mais avec une richesse humaine, un engagement aussi des laïcs dans les communautés paroissiales que j'ai beaucoup apprécié et sur lequel le diocèse de Dijon n'était pas aussi en avance. Voilà, et j'ai connu à nouveau un changement d'évêque dans le diocèse de Langres, c'était en 2014, où monseigneur Guenley a pris sa retraite, et le nouvel évêque m'a demandé, alors là c'était pas quelques mois après, c'était quelques jours après, ou même le soir même, je crois, de son ordination, si j'acceptais d'être son vicaire général. Alors je me suis dit, ben, on va remettre le couvert, hein, et j'ai accepté volontiers de rendre service ainsi à l'église de Langres, voyant dans cet appel la reconnaissance par lui-même certainement de capacités dont le Seigneur m'a fait le don. Alors je suis donc vicaire général de Langres depuis 2014 et depuis 3 mois et demi, je suis curé de Chaumont, parce que j'ai dû déménager cet été, quitter Langres pour venir à Chaumont. Donc vous imaginez que l'annonce de ma nomination à Châlons va provoquer quelques émois à Chaumont aujourd'hui, puisque je ne serai pas resté bien longtemps. Voilà un petit peu mon parcours rapidement. On peut revenir après sur ma formation, ma jeunesse, sur ma famille, sur des tas de choses, puis comme vous disiez, ce que j'ai dans le cœur et peut-être les perspectives qui s'ouvrent maintenant. Je ne dis pas pour moi, mais pour l'église de Châlons, que je vais apprendre à connaître, que j'aime déjà, et que je porte dans ma prière depuis quelques semaines, lorsque j'ai été contacté, et puis que je me prépare à épouser. Voilà, je réponds volontiers à vos questions. Il y a de vrais enjeux. Quel doit être le rôle de l'Église ? Je pense que l'Église favorise à la fois les relations entre les personnes et en même temps la construction des communautés est un point d'appui aussi pour la cohésion. Alors, on parle de cohésion sociale, on parle de l'unité ou la paix dans la société. Alors dans ce monde rural, avec la dispersion et aussi le vieillissement de la population, le manque d'emploi, le départ des jeunes en bien des régions de notre pays, et je pense que certaines régions de la Marne n'échappent pas à cette logique aujourd'hui, comme je l'ai connue en Haute-Marne, il me semble que l'Église peut ainsi favoriser cette construction du lien social et aussi être toujours un signe d'espérance. Parce que lorsque, effectivement, la population se fait moins nombreuse, plus âgée, on peut rapidement se laisser un peu déborder, envahir par les lamentations. Rien ne va plus, ça n'est plus comme avant, etc. Que va-t-on devenir? On nous a abandonnés. Et l'Église a la mission, je crois, hein, par le message qu'elle annonce, le message de l'Évangile, de la victoire de Dieu par la résurrection de Jésus, la victoire de Dieu sur toutes les formes du mal et de la mort. Eh bien, l'Église est porteuse de ce message d'espérance. Et il me semble que nos contemporains, dans les régions plus désertifiées, ont besoin et ont soif, sont en attente de ce très fort message de l'espérance. Et pourquoi pas donc de l'espérance chrétienne. Pardon, mais je ne sais pas si ça marche, si? Oui.
Ce sont des questions très théoriques. J'aurais voulu savoir déjà combien d'évêques il y avait en France. Je ne le sais pas exactement, mais enfin, lorsque nous votons, les évêques à la fois qui sont en France et aussi dans les territoires dom-tom, on arrive à 115, quelque chose comme ça. Hein, 115, quand je pense au vote qui nous rassemble à l'Assemblée de novembre, où on est tous là, la Réunion, la Guadeloupe, la Guyane, etc., 115. D'accord. Mais Autre- à une Oui, unité près, enfin, hein, environ. hein, d'accord. Autre question aussi théorique. Combien de paroisses sur le diocèse de Châlons en Champagne? Nous sommes ici à 34 paroisses. C'est une réforme qui avait été faite, entreprise en 1997. Quand je suis arrivé, ces paroisses avaient été créées déjà. 34 paroisses qui se répartissent en 6 doyennés, disons autour des grandes villes, Châlons, Vitry, Épernay, Sainte-Menou et Cézanne. Alors, combien de prêtres incardinés au diocèse? Des prêtres d'ici, du cru. On va dire 52. 52, dont 4 ont été ordonnés par moi-même. Et parmi ces 4, 3 sont vietnamiens. Hein, je vais vous parler du cru, et ben voilà. Mais, donc, 52, disons 52 à quelques... Et aussi unité près, je n'ai pas refait les comptes. Hein. Mais des prêtres extérieurs sont venus nous aider. Alors on a 3 Congolais, 3 Congolais de Congo-Kinshasa. On a encore pour l'instant 3 Burkinabés, 1 Polonais, 1 Malgache. Puis, depuis 2008, 3 prêtres de la communauté Saint-Martin. Donc, vous voyez, ces prêtres-là donc, sont des prêtres actifs. Hein. Saint-Martin, c'est une communauté qui est très connue pour son succès actuel, qui est basée dans la Mayenne, à Évron. C'est leur lieu de formation. Une communauté qui a été fondée, c'est une association de prêtres au service des diocèses de France. Ça a été fondé, disons, en 70, quelque chose comme ça. Encore une question théorique. Oui. Quand on exerce un ministère tel votre prochain ministère, combien de temps ça dure? Mais est-ce qu'il y a éventuellement une durée Bien sûr, jusqu'à 75 ans, comme moi-même. C'est ce qui m'arrive actuellement. Voilà. La retraite des prêtres, comme aussi les demander aux prêtres et aux évêques, 75 ans. Merci. Donc j'en ai encore pour 25 ans, vous voyez. Mais vous pouvez aussi peut-être progresser dans l'échelon. Écoutez, c'est possible en tout cas. En tout cas, dans toute la symbolique, je crois, du ministère épiscopal, qui, je le disais tout à l'heure, épouse une église locale, c'est pour une durée indéterminée. D'accord. Merci. Mais ici, il faut savoir que les évêques restent très longtemps. Monseigneur Tissier, 36 ans, Monseigneur Pierrard, 25, Monseigneur Bardon, 25. Il n'y a que moi qui aurais fait un passage plus rapide, 16 ans. D'accord. Vous parliez tout à l'heure, vous disiez que Monseigneur, vous êtes le 105e évêque de Châlons-en-Champagne. Est-ce à dire que Saint-Mémy était le premier? Oui, on considère que c'est le fondateur, le premier évangélisateur du diocèse de Châlons, disons dans les années 350. Vous voyez, c'est pas loin. Non, du tout. Ouais. Merci. Voilà. Autre question, hein, faut y aller, c'est le moment. Hein. Est-ce que vous souhaitez que je revienne sur ma formation, ce que j'ai pu vivre avant d'être ordonné prêtre? Je suis né dans une famille de 5 enfants et mes parents, qui sont toujours de ce monde,
et à qui j'ai annoncé cette nouvelle avant-hier soir en allant les embrasser en Côte d'Or, et qui ne manquent pas d'émotion, mais en même temps de grande confiance et d'esprit de foi. Mes parents m'ont toujours beaucoup accompagné dans ma vocation de prêtre, dans mon parcours, parce que l'éducation qu'ils nous ont donnée à la maison, à moi et à mes frères et sœurs, a toujours été très marquée par l'Évangile et la participation à la vie de l'Église. Mon père était officier de marine, et donc j'ai habité Brest et Paris, mais j'ai eu la chance, au moins pendant les dernières années de sa carrière, de rester stable à Paris, ce qui a été plus facile pour les études secondaires. Et j'ai suivi donc mes études dans l'enseignement catholique, l'enseignement privé catholique à Paris, chez les Frères des Écoles chrétiennes tout d'abord, pour le collège, et ensuite chez les Pères jésuites pour le lycée Saint-Louis de Gonzague, qu'on appelle Franklin, parce qu'il est rue Franklin, à côté du Trocadéro à Paris, un gros lycée de Paris. Et pendant ces années de lycée, j'étais en section en mathématiques, mathématiques, physique, chimie. J'ai obtenu le bac C, bac série C, en 1983. Entre ma seconde et ma première, j'ai été envoyé par les Pères jésuites pour faire presque une année d'études en Grande-Bretagne, parce que j'avais un an d'avance. Et le père préfet des études ne souhaitait pas que j'aborde le baccalauréat trop jeune. Et donc il m'a demandé si j'acceptais de partir à l'étranger. Ça a duré 6 bons mois. Et je suis rentré non seulement en parlant l'anglais couramment, ce qui est un don que j'ai réussi à préserver jusqu'à aujourd'hui, mais aussi une acquisition de maturité, si vous voulez, en internat britannique, comme nous étions 2 Français sur 500 ou 600 élèves, avec le régime britannique, l'uniforme, la cravate tous les jours, etc. Enfin, c'était une école privée britannique. Dans la logique britannique, on appelle ça public school, d'ailleurs. Les écoles privées, on dit public school. C'était très... Et voilà, une très belle expérience pendant laquelle j'ai pu aussi mûrir ma réponse à l'appel à devenir prêtre, que j'avais exprimé à mes parents. Je ne m'en souviens pas, mais eux me l'ont souvent rappelé, à l'âge de 5 ans. Après avoir porté l'enfant Jésus dans la crèche, dans ma paroisse. Le prêtre avait souhaité que, comme mon frère aîné, je puisse venir servir la messe. Et alors, j'avais 5 ans, et il avait dû proposer à mes parents que je puisse commencer à la messe de minuit cette année-là. Et j'ai été chargé uniquement de porter l'enfant Jésus, de le déposer sur le papier crèche, où il y avait une petite croix à la craie. J'ai dû m'endormir pendant le reste de la messe de minuit, certainement, mais ça m'a marqué de porter Jésus. Voilà, porter Jésus, de le présenter. Et il paraît que j'ai donc commencé à parler de cette vocation de prêtre à partir de ce moment-là. Voilà, donc pendant mon séjour en Angleterre, vous savez, loin de la famille, j'ai pu réfléchir. Je suis allé à la messe tous les jours, quasiment, dans cet internat. Il y avait un aumônier, il y avait une vie, il y avait beaucoup d'activités sportives, musicales. J'ai fait je joue de la flûte traversière, donc j'ai pu pas mal progresser pendant mon séjour en Angleterre. Voilà, donc pour arriver jusqu'au baccalauréat, voyez-vous, avec des années de scoutisme aussi. J'ai été louveteau, scout, et puis routier scout après. Enfin, voilà, j'ai été très marqué dans mon adolescence par le scoutisme. Et je suis rentré au séminaire juste après mon bac, donc 3 mois après, au mois de septembre, alors que j'étais admis en classe de mathématiques supérieures au lycée militaire de Saint-Cyr-l'École. Parce que je souhaitais faire comme papa. Mais plus que ça, c'était une aspiration à un beau métier qui a souvent été pratiqué dans ma famille, à toutes les générations, et le métier d'officier, que ce soit dans la marine, mon père, mes 2 grands-pères, ou à d'autres générations aussi dans l'armée de terre. Voilà, j'avais cette aspiration très profonde au fond de moi, et j'ai décidé d'y renoncer. J'ai tiré un trait dessus tout de suite pour rentrer au séminaire,
estimant et éprouvant que l'appel du Seigneur était plus fort que celui d'une carrière comme une autre, même s'il y a un idéal qui m'habite toujours, qui est toujours très présent en moi. Donc je suis rentré au séminaire à Paray-le-Monial. Paray-le-Monial, c'était un séminaire interdiocésain qui mettait l'accent dans les années 80 sur une vie communautaire et liturgique assez intense. Dans la cité du Sacré-Cœur, voilà, pour moi, ce sont 3 magnifiques années. Nous étions 75 au séminaire quand je suis rentré en première année. Nous venions de 42 diocèses différents. Ça a été vraiment 3 années fondatrices dans mon parcours d'études. Ensuite, j'ai passé 2 ans au séminaire interdiocésain de Besançon, puisque c'était le séminaire pour les Bourguignons et les Franc-Comtois. Et après, je me suis arrêté pendant 2 ans pour effectuer mon service militaire. Alors, en conséquence de la décision que j'avais prise en rentrant au séminaire, vous imaginez bien que je me suis arrangé pour faire un service militaire bien engagé et actif. Donc je me suis fait incorporer comme élève officier de réserve chez les fusiliers marins. Alors c'est la marine nationale, mais une spécialité chargée de la protection des bases de la marine, avec une dimension sportive et physique et un engagement volontaire dans des activités difficiles du matin au soir et même souvent la nuit et dans l'eau. Voilà, donc j'ai fait un service militaire très, très intéressant. Alors sur le plan éducatif, sur le plan militaire, c'est pas forcément extraordinaire, mais sur le plan éducatif, puisque après mon cours d'officier, j'ai été pendant 12 mois instructeur des jeunes qui venaient faire leur service militaire à cet endroit-là. Alors là, j'ai découvert toute une génération, des jeunes qui avaient 4 ans de moins que moi, et j'ai découvert toutes les situations humaines, sociales, intellectuelles possibles de la société française. Ça a été extraordinaire pour moi, et d'apprendre à mener ces garçons-là. On les prenait à l'arrivée du train au petit matin, et il fallait en 2 mois les former pour ensuite des missions plus opérationnelles, sur le plan sportif, sur le plan humain, de la confiance en eux-mêmes, de la cohésion du groupe. Alors j'étais le lieutenant curé, on m'appelait comme ça à l'école là-bas. Voilà. Donc j'ai fait ce service militaire avec le brevet parachutiste aussi. Et puis ensuite j'ai repris le séminaire après un stage au Secours catholique. J'ai fait un stage au Secours catholique pendant 6 mois à Dijon, au service des personnes âgées, pour essayer d'organiser un service de visite aux personnes âgées à domicile. Et j'ai repris le séminaire pendant 2 ans à Lyon, au séminaire universitaire, où j'ai travaillé un mémoire de maîtrise sur les sacrements de l'initiation chrétienne, baptême, confirmation et Eucharistie, dans la prédication de Saint Jean Chrysostome, voilà, patriarche en Orient au IVe siècle. Donc un beau travail qui m'a bien intéressé et occupé beaucoup de temps et d'énergie à ce moment-là. Voilà, et ça m'a conduit à la fin de mon parcours et l'ordination en 1992. Voilà, si vous avez des questions à nouveau. Est-ce qu'il y a déjà une date pour la messe d'installation? Alors oui, Une ordination. ce sera une ordination qui est en même temps l'installation, la prise de possession du siège épiscopal, prise de possession canonique. Fait connaissance de ce siège tout à l'heure. Voilà, à la cathédrale, le siège de l'évêque. Alors pour cela, il faut que je sois d'abord ordonné évêque, et cela est prévu donc le dimanche 28 février, dans l'après-midi, à une heure qui sera fixée ultérieurement, à la cathédrale Saint-Étienne, ici à Châlons. Voilà. Probablement à 15 heures, je pense. Oui, parce ou que ça dure un peu longtemps. ça dure un petit peu, mais j'ai remarqué quand même que pour venir de Dijon en voiture, il faut 3 heures. Alors, peut-être qu'il faudra mettre 15h30.
Et il y a un train qui arrive de Paris à 15 heures. Sur le futur immédiat du diocèse, qu'est-ce qui va se passer entre maintenant et votre ordination, Monseigneur Touvet? Il va y avoir un administrateur diocésain qui va être nommé. Comment ça va se passer? Alors, je vais expliquer les choses. Parce que il était prévu que j'administre le diocèse après la nomination, qui est officielle à partir de midi, je le signale. Alors, à partir de midi, il était prévu que je devienne administrateur. Et puis j'ai dit que pour des raisons de santé, de fatigue, je ne serai pas administrateur. Donc, à midi, je deviens évêque émérite de Châlons. Émérite, vous pensez comme vous voulez la signification. Mais ce qui signifie que c'est le droit canon qui l'indique, le collège des consulteurs, qui est composé de 7 prêtres du diocèse, devra se réunir et décider de qui sera l'administrateur, puisque moi je décline l'offre. Et ça va se faire dans les 8 jours, là. Donc très rapidement, on saura le nom de celui du prêtre qui aura été désigné comme administrateur, lequel devra administrer le diocèse jusqu'au 28 février, date de l'ordination, Monseigneur François Touvet. Oui, le collège des consulteurs, c'est collège des consulteurs. Dans chaque diocèse, il y a un collège qui est constitué pour des questions importantes, entre autres, lorsque se pose le problème de la vacance du siège. Mais aussi, par exemple, si l'évêque devait entreprendre des travaux très importants qui entraîneraient des sommes tout aussi importantes, il devrait en référer à ce collège des consulteurs pour avoir l'autorisation de le faire. Pour ma retraite, je ne vais pas rester ici, il faut faire place nette. Je considère qu'un évêque laisse la place à un autre. On aura bien des occasions de se parler, de se voir, de s'entretenir, mais je pense que c'est une bonne chose que l'évêque qui quitte sa charge ne reste pas en place. D'autre part, j'ai des attaches normandes très fortes. Et quand on arrive au dernier versant, comme ça, de sa vie, ça me fait drôle de dire ça, eh bien, il est bon de retrouver ses racines. Et quand je parle de racines, en Normandie, dans l'Orne en particulier, elles sont multiples, car il y a beaucoup de forêts. Vous avez parlé de sport, vous avez parlé de jeunesse, vous avez parlé de scoutisme. Est-ce que vous avez déjà des sujets sur lesquels qui vous tiennent le plus à cœur pour le diocèse de Châlons? C'est difficile à dire. Hein. C'est difficile à dire aujourd'hui. Je crois que, si vous voulez, les sujets qui me tiennent à cœur sont ceux qui m'habitent et qui m'entraînent dans l'action depuis 23 ans que je suis prêtre, c'est-à-dire l'annonce de l'Évangile, une parole qui me fait vivre et que j'ai le désir de partager à tous ceux que je rencontre, l'animation des communautés chrétiennes, qui, même si nous vivons une période où elles sont peut-être moins étoffées qu'en d'autres époques, sont toujours bien vivantes et animées par cette foi baptismale reçue au baptême. Donc l'animation des communautés chrétiennes avec la diversité des acteurs. Il n'y a pas que les prêtres, et il y a les diacres permanents auxquels je pense, tous les laïcs aussi qui s'engagent, qui ne manquent pas de générosité, de compétences pour se mettre au service des communautés et permettre aussi à l'Église de tenir toute sa place dans la société.
et puis en même temps le service des plus petits et des plus pauvres, comme l'Église nous le rappelle bien souvent, et comme le pape François, vous le savez aussi, a à cœur de le dire et de le redire. Voilà. Donc ces sujets-là m'animent, ils m'entraînent dans l'action, mais il est certain que le ministère épiscopal va aussi ouvrir d'autres perspectives. Je pense particulièrement à l'accompagnement des prêtres qui seront mes plus proches collaborateurs et qui ont besoin, comme Monseigneur Louis a su l'être auprès d'eux, d'un père, même si je vais être un des plus jeunes du diocèse, qui ont besoin auprès d'eux d'un père pour les accompagner, les soutenir, les guider, les aider à discerner, à avancer, à exercer leur ministère. Voilà. Et puis, il y aura aussi toute une dimension lorsqu'on est évêque, on n'est pas que évêque pour son diocèse, le diocèse de Châlons ici en l'occurrence, mais on est évêque au sein de l'Église universelle, et je pense qu'un évêque est souvent sollicité pour des collaborations avec d'autres évêques, avec les services de l'Église à Rome ou à Paris, pour l'Église de France, de façon à bien coordonner, à harmoniser la mission de l'Église dans tous les diocèses. En tout cas, une de mes priorités en arrivant sera de savoir, comme on le lit dans l'Évangile, avant de bâtir une tour, il faut commencer par s'asseoir et réfléchir. Voilà. Eh bien, il me semble qu'il y a peut-être une première phase qui sera celle déjà d'arriver et de bénéficier de l'accueil et de l'hospitalité qui m'est offerte depuis aujourd'hui, et en même temps d'aller à la rencontre des uns et des autres, de faire connaissance avec beaucoup d'attention, beaucoup de délicatesse. Je parlais de l'histoire tout à l'heure, mais il y a aussi toutes les joies et les souffrances, il y a tous les projets, il y a les défis à relever. Il faut que je prenne le temps d'écouter tout cela. Je ne vais rien inventer comme cela, je n'ai pas de solution miracle, je n'arrive pas avec des recettes toutes faites, mais le pasteur doit d'abord connaître les brebis, et il faut que les brebis puissent connaître le pasteur. Voilà. Alors, je m'inscris dans la lignée de mes prédécesseurs, et tout particulièrement de mon prédécesseur immédiat, mais ensuite, bien sûr, selon la grâce et les dons de l'Esprit Saint et les appels que je percevrai, eh bien, nous essaierons de construire et d'avancer. Voilà un petit peu comment je peux exprimer les choses, mais vous comprenez que c'est pas très difficile, c'est pas très facile, pardon, à préciser. Pardon. Est-ce que vous allez co-célébrer la messe de minuit à Châlons ou pas? Alors, vous m'accorderez le droit et la joie de célébrer avec mes paroissiens à Chaumont. D'accord. Voilà, je pense à eux là en ce moment, ils vont découvrir tout cela. Et non, il est prévu que je célèbre à la basilique Saint-Jean-Baptiste à Chaumont demain soir, dans un village voisin de Chaumont vendredi matin. Et ça, je le maintiens absolument. J'ai bouleversé mon agenda cette semaine depuis le coup de téléphone du nonce lundi à 12h30. Mais je ne peux pas changer pour la fête de Noël. Voilà. Je viendrai, donc je passerai un petit peu en janvier, en février, bien sûr. Il y a tous les préparatifs concrets, matériels de l'ordination. On va voir avec toute une équipe à mettre en place pour préparer tout cela. Mais je viendrai déjà prendre des contacts et écouter, comme je le disais tout à l'heure. J'ai pas encore trouvé votre compte Twitter. C'est pour quand? Alors, lorsque j'étais curé de la cathédrale de Langres, j'ai créé un compte Twitter et une page Facebook et un site internet. Enfin, j'ai créé, je l'ai fait avec l'aide d'un bon ami très connaisseur en la matière. Depuis mon arrivée à Chaumont, je n'ai pas encore créé de compte Twitter, mais j'ai ouvert une page Facebook au nom de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Chaumont, où ma photo va apparaître dans 10 minutes, je crois, parce que j'ai préparé les choses. Je suis très sensible à ces nouveaux modes de communication. Je vois votre question derrière.
Voilà. Je suis un homme de ma génération, même si je ne suis pas un des plus experts. Hein. Je me sens souvent déjà bien dépassé, distancé dans ce domaine, mais je pratique l'outil informatique et numérique. J'ai mon iPhone dans ma poche, la tablette dans le cartable et le Mac dans la valise. En tout cas, oui, Twitter, Facebook sont des outils qui me semblent importants. Et je sais que le diocèse n'en manque pas, hein, ici, pour communiquer dans la société d'aujourd'hui le message de l'Évangile, cette parole d'espérance que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, peut passer aussi et doit passer par ces vecteurs-là, hein, bien sûr. Ça viendra peut-être, alors en ce qui me concerne personnellement, mais bon, il ne s'agit pas de jouer la vedette. Hein, je crois que voilà, si c'est fait, ça sera en tant qu'évêque de Châlons pour évoquer eh bien, les actions pastorales et ministérielles en cours et les projets. Je vais avoir une petite question. Je crois que vous avez eu l'habitude par un moment d'être un peu sur RCF. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot aux auditeurs qui vous écoutent actuellement? Eh bien, je suis heureux de les saluer. Dans 10 minutes, ils vont apprendre que je suis nommé évêque de Châlons. RCF est un beau réseau que j'ai pratiqué beaucoup en Côte d'Or, à Dijon, où j'étais interviewé 2 fois par mois. Il y avait chaque semaine soit l'archevêque, soit le vicaire général qui était interviewé pour évoquer la vie du diocèse. J'ai participé à de nombreuses émissions là-bas à Dijon. Et en Haute-Marne, Monseigneur Guenlet, très vite, m'a demandé si j'acceptais, parce qu'il y avait un petit peu une difficulté d'avoir des bénévoles pour cela pendant un temps, si j'acceptais de l'interviewer. Donc j'ai participé, j'ai fait le journaliste. J'ai fait le journaliste pendant plusieurs mois pour interviewer l'évêque de Langres et lui permettre de s'exprimer sur la vie du diocèse et ses projets. Voilà, donc je suis heureux de retrouver le réseau RCF ici. Je crois qu'on ne manque pas de fréquences. Hein. J'ai vu sur un document, il y a 6 ou 7 fréquences, voilà. Je sais même que Radio Lépine, c'est ça, on appelle ça Alors, c'était on anciennement. l'appelait. Ah bon, voilà, RCF hein, émet et diffuse sur la région de Saint-Dizier, dans le nord de la Haute-Marne. Voilà, donc il y aura peut-être aussi certainement des rencontres, des collaborations à nourrir. Sinon, ici, l'évêque avait son quart d'heure Son quart d'heure chaque semaine sous ben, le titre Episcorama. oh, Et le journaliste qui m'interviewe est là devant vous. très bien. Eh ben, je suis a priori prêt à poursuivre. Dans 2 mois. Dans 2 mois. Comme on est sur les messages, la province ecclésiastique de Reims a un souci particulier pour tous ceux qui se préparent au mariage ou qui au moins se posent la question du mariage. Aujourd'hui, on sait que c'est pas facile. Est-ce que vous avez justement une espérance à leur transmettre? Oui, je mesure la difficulté que rencontre l'institution du mariage et l'engagement des jeunes dans cette voie-là. En même temps, il me semble que le message de l'espérance, c'est celui de la force de l'amour, la force du don de soi. Il me semble que s'il y a peut-être moins de mariages aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de domaines dans lesquels il est difficile de s'engager et de prendre cette décision de donner sa vie. Et pour moi, c'est un vrai moteur que d'accepter de tout donner. Voilà. Découvrir qu'il y a de la joie à tout donner, un petit peu comme l'apôtre Saint Paul l'a évoqué dans ses différentes lettres apostoliques, comme Saint François d'Assise aussi a pu le dire à sa façon. Voilà, il me semble que pour des jeunes qui se demandent si cela vaut bien le coup, qu'est-ce que ça va leur apporter de plus, on peut bien vivre l'amour humain comme cela sans se marier, mais l'engagement, la parole donnée,
Voilà, j'ai été scout et j'ai appris aussi ce que veut dire une parole donnée. Donner, ça veut pas dire prêter, c'est vraiment donner sa vie, s'engager à servir pour que l'autre grandisse sur le chemin du bonheur. Il me semble que c'est un message d'espérance qui peut peut-être éclairer des jeunes adultes qui se posent la question du mariage. Bon, avant que les 12 coups de midi sonnent et qui vraiment confirment que Monseigneur François Touvet est véritablement le nouvel évêque de Châlons, y a-t-il encore une petite question? Sinon, nous allons descendre en bas où nous attend le produit local de réputation mondiale. Oui, d'accord, bon, très bien. Hein. Voilà. Qu'est-ce que... Autre petite précision? Non. Ce que je veux dire aussi concernant la marche à suivre, c'est-à-dire que à partir du moment où l'évêque est nommé, donc c'est fait, hein, officiellement, disparaît le vicaire général, le conseil presbytéral, le conseil épiscopal, tout ça est mis en stand-by. Hein, jusqu'à l'ordination. Mais demeure l'économe diocésain, voyez, ce qui montre que il ne faut pas profiter de ce délai, de cette transition pour vider les caisses. Donc l'économe demeure et le conseil aussi aux affaires économiques. Hein. Voilà, c'était une petite information sur le fonctionnement de l'Église dans ces moments-là. Alors, j'ai reçu une dernière petite question pour Monseigneur Touvet. La ville de Châlons a subi de fortes perturbations, départ de l'armée, la ville de préfecture est devenue Strasbourg, l'alliance Épernay-Reims-Châlons est en difficulté. Vous voyez cela comment? Et est-ce que vous pensez que l'Église chalonnaise peut apporter quelque chose à cette dynamique dans la zone de la Marne? Là encore, c'est pas très facile, puisque je vais découvrir la ville et la région. J'ai effectivement entendu parler dans l'actualité du départ de l'armée, du transfert du siège de la région, la préfecture aussi qui change de statut, enfin, préfecture de département. Alors, c'est un petit peu, je pense, comme pour le monde rural, même si les éléments seront différents, si les critères d'appréciation seront différents, si la participation de l'Église à l'effort d'animation et de dynamisation de la société sera différent dans le monde urbain que dans l'espace rural. Mais il me semble que c'est aussi cette dimension d'être une force de proposition, d'espérance, de croire en nos capacités, de faire quelque chose pour bâtir l'avenir, de ne pas se laisser accabler par les difficultés, d'apprendre à aller au-delà, franchir les obstacles, avec à la fois volonté, mais en même temps aussi toute la force intérieure de la foi. Et puis l'Église, encore je le redis, est un facteur de cohésion. Nous cherchons à vivre en communauté. Eh bien, une communauté chrétienne, c'est pas tout le monde en colonne par trois, c'est chacun va apporter ses talents pour bâtir un corps, c'est-à-dire une famille. Et il me semble que là, il y a une expérience dans la vie de l'Église depuis des siècles qui peut bénéficier à la vie de la société, en particulier dans une période un petit peu difficile. Mais je suis sûr que Châlons saura non pas se relever, mais poursuivre la construction de son avenir, en tenant compte des difficultés qui viennent de se présenter, mais aussi avec une énergie à revendre. En tout cas, j'en ai. Je pense aussi quand même que nous avons des relations normales avec les responsables politiques, économiques. Si l'Église peut rendre service, c'est aussi dans ce dialogue avec les responsables. Il y a ici une foire très importante, fin août, où tous ces responsables-là se retrouvent. Bon, évidemment, il est bon d'y être.
Voilà ce que je voulais dire. Je veux dire, et je pense que dans ce qui aurait pu être un marasme avec la disparition de l'armée et aussi la disparition de Châlons comme capitale régionale, je trouve chez tous ces responsables-là une vraie volonté de prendre à bras le corps les questions. Je ne sens pas une mentalité défaitiste. Donc c'est aussi important, parce que l'Église peut apporter quelque chose, mais il faut aussi qu'en face, les responsables prennent vraiment leurs responsabilités. Et je suis étonné de voir que tous ces responsables-là ne se sont pas effondrés. Au contraire, je pense qu'il y a un dynamisme nouveau qui est en train de naître. Bien. C'est bon. Mon téléphone vibre toutes les 3 Oui, secondes, oui, là. Oui, oui. Les batteries vont bientôt griller.